Monsieur le Président du MEDEF, chers entrepreneurs et entrepreneuses de France, en tant que présidente des souverainistes, j'étais présente comme un grand nombre d'entre vous ces 27 et 28 août à la REF 2025, c'est-à-dire à la rencontre des entrepreneurs de France qui s'est déroulée pour la première fois au stade mythique de Roland-Garros. Ce fut un très bel événement, d'autant que le soleil et la fraîcheur étaient au rendez-vous. Plus de 10 000 participants étaient présents. Je tiens donc à féliciter Patrick Martin, le président du MEDEF et toute son équipe pour la qualité du programme et des intervenants choisis. Cette université d'été avait pour titre « Jeu décisif, l'heure des choix ». En cette période d'incertitude politique et de crise de régime où le pouvoir à Matignon est sur le point de tomber, puisque François Bayrou, Premier ministre, a annoncé qu'il se soumettait à un vote de confiance le 8 septembre prochain, c'est-à-dire dans quelques jours, selon l'article 49.1 de la Constitution française, eh bien, ce thème est apparu plus que jamais d'actualité. Plusieurs chefs d'entreprise se sont exprimés lors des tables rondes, plusieurs ministres macronistes se sont exprimés lors des débats. Les premiers ont paru particulièrement inquiets face au mur de la dette publique et au souhait du gouvernement Bayrou de vouloir augmenter les impôts et de taxer encore et à nouveau les entrepreneurs. Quant aux ministres macronistes, ils ont répété comme des mantras leurs éléments de langage: décarbonation industrielle, transition écologique, réchauffement climatique, pensant séduire les entrepreneurs présents, alors que la plupart de ces ministres macronistes ne connaissent strictement rien au secteur privé. Durant ces 2 jours de l'université d'été du MEDEF, les 4 priorités des Français et des Françaises, à savoir le pouvoir d'achat, l'insécurité grandissante, l'impôt confiscatoire, la submersion migratoire, n'ont presque jamais été abordées par les intervenants. Le discours indigeste de François Bayrou, jeudi 28 août, arc-bouté sur la suppression de 2 jours fériés qui devront selon lui être travaillés et non payés, et le retour prochain d'un nouvel ISF, impôt sur la fortune, a achevé de démoraliser les chefs d'entreprise présents. Quant à la dernière table ronde qui réunissait les 6 chefs des principaux partis politiques français, c'est-à-dire les Insoumis, le Parti communiste, le Parti écologiste, le Parti macroniste, les Républicains et le Rassemblement national, eh bien, cette table ronde a été l'objet de sifflets, de railleries, tant une majorité de chefs de parti, pas tous, heureusement, ont semblé totalement déconnectés du réel et des préoccupations des chefs d'entreprise. Rappelons qu'en 2024, 66 000 chefs d'entreprise ont fait faillite en raison de la lourdeur des taxes, de la lourdeur des normes, plus de 400 000 gérés par la FNOR, de la lourdeur des cotisations et des impôts, en raison de la baisse de la consommation privée, en raison de la baisse des commandes publiques, en raison surtout de la concurrence déloyale menée par la Chine communiste qui nous déverse ses produits low cost par avion cargo tous les matins, plus de 600 avions Temu et Shine tous les jours de l'année et même le dimanche. Et ce dans l'indifférence coupable de la Commission européenne et du gouvernement français. Il faut dire que le lobby communiste chinois paie bien, très bien, ses commanditaires, ses lobbyistes et ses intermédiaires. Lors de cette ultime table ronde politique, chaque chef de parti a défendu sa ligne politique. L'insoumis a défendu l'insoumission, le communiste a inventé les atouts du communisme, l'écologiste a inventé les atouts de l'écologisme, Monsieur Attal a défendu le macronisme et la GPA éthique, Monsieur Retailleau a défendu Monsieur Bayrou et son gouvernement, seul Monsieur Bardella a fait rire l'auditoire en déclarant que la France, bien que dotée des meilleurs joueurs, était dirigée par des ânes. Il a 1000 fois raison. Le mercredi 27 août, il y a eu aussi 2 interventions remarquées, l'une de son Excellence, le président du Sénégal, l'autre de la ministre de l'économie et des finances du Maroc. Tous deux, dans un français absolument parfait, ont défendu les richesses de leurs pays respectifs et leur souhait de voir les entreprises françaises s'investir dans le développement de leurs infrastructures stratégiques. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je tiens à leur dire, en tant que présidente des souverainistes, en tant que chef de parti, en tant que Française et Européenne, que la principale attente des Français et des Françaises est que ces 2 pays invitent leur diaspora à rentrer au pays. Le Sénégal est un pays beau et riche, il n'y a aucune raison que tant de Sénégalais vivent en France. Le Maroc est un pays beau et riche, rien ne justifie que tant de Marocains vivent en France.
100% d'entre eux sont d'ailleurs musulmans et ne peuvent s'intégrer à notre pays, nation chrétienne depuis 2000 ans, fille aînée de l'Église catholique depuis le baptême de Clovis en l'an 496. J'espère que ce message sera entendu par les dirigeants de ces deux grands pays pour lesquels la France, bien sûr, la France a le plus grand respect. Au-delà des chamailleries que nous avons pu constater entre les 6 partis politiques présents, j'ai perçu cependant des points d'union. Oui, j'ai perçu des points d'union. D'abord, un profond attachement à la démocratie, à l'état de droit, et puis un anti-macronisme forcené. La détestation à l'égard de François Bayrou, Premier ministre le plus impopulaire de la Ve République, et le rejet total du macronisme qui, en 8 ans, a creusé la dette publique de 1000 milliards d'euros, sont unanimes. La faillite de l'État français est d'ailleurs incompréhensible, étant donné que les Français paient les impôts et les cotisations les plus lourdes du monde. Je le redis publiquement, le gouvernement Bayrou et son bras armé, l'État profond, et je parle bien de l'État profond et non de l'État français, volent, rackettent, estorquent, rançonnent, spolient le peuple français et démoralisent les chefs d'entreprise depuis sa nomination. C'est la raison pour laquelle le gouvernement Bayrou, incompétent, dépensier, irresponsable, doit tomber le 8 septembre prochain. Tous les partis politiques présents à l'Assemblée nationale doivent voter unanimement la censure. Quant aux médias mainstream, ils essaient d'influencer le président de la République en mettant en avant plusieurs ministrables dont aucun n'est souverainiste, dont aucun n'est chrétien, dont aucun n'est réformiste. Ce sont depuis 2017 les mêmes têtes de gondole que l'on ressort à chaque remaniement gouvernemental et qui s'avèrent d'ailleurs tous plus incompétents les uns que les autres et dont aucun surtout n'est capable d'obtenir une majorité absolue de 289 députés à l'Assemblée nationale. J'espère qu'Emmanuel Macron, le président de la République, va cesser ses reniements et ses provocations et me nommer, moi, la présidente des souverainistes, au poste de Premier ministre et chef du gouvernement. Je pourrais enfin sortir de l'anonymat médiatique indigne que m'imposent les médias mainstream. Oui, la seule ministrable capable d'obtenir une majorité absolue de 289 députés à l'Assemblée nationale, c'est moi, la présidente des souverainistes, et moi seule. J'ai en effet depuis des années noué des contacts fructueux avec des députés RN, avec des députés LR, les Républicains étant mon ancienne famille politique, avec des députés MoDem, puisque je suis une démocrate chrétienne assumée. Je connais tous les députés macronistes, j'étais macroniste en 2017, comme beaucoup d'entre nous, mea culpa, je ne le suis plus en 2025, et je connais les députés Horizon, qui sont à peu près tous des anciens députés LR. J'ai dit au socialiste Olivier Faure et à l'écologiste Marine Tondelier qu'une première ministre souverainiste, écologiste de droite, attentive au sort des plus fragiles et des plus vulnérables d'entre nous, était la meilleure solution pour sortir de la crise politique, financière, sociale et diplomatique qui désespère le peuple français et l'ensemble des entrepreneurs. Je suis bien sûr totalement opposée à la dissolution de l'Assemblée nationale puisque je le redis, je suis certaine d'obtenir une majorité absolue de 289 députés à l'Assemblée nationale. Les Français et les Françaises en ont assez de se rendre aux urnes et que rien ne bouge au plus haut sommet de l'exécutif. C'est toujours la même caste, c'est toujours la même oligarchie qui, depuis 40 ans, gouverne la France. Je serai bien sûr une première ministre de cohabitation à la tête d'un gouvernement d'union nationale et paritaire formé de 30 ministres. Et ma majorité absolue présentera un front souverainiste de 289 députés allant du centre droit jusqu'au Rassemblement national, incluant bien sûr Lyotte. La liste de mes 30 ministres, 15 hommes et 15 femmes, est prête et je suis bien sûr prête à la présenter à l'ensemble des partis politiques présents à l'Assemblée nationale. Je reprendrai les quelques ministres de droite qui ont fait preuve, les quelques ministres de droite présents au sein du gouvernement Bayrou et qui ont fait preuve de volontarisme et qui n'ont surtout aucune ambition pour 2027, car je serai bien sûr candidate comme je l'ai été en 2022. Je suis prête bien sûr à intégrer dans ce gouvernement de cohabitation, dans ce gouvernement d'union nationale et paritaire, un ou une écologiste et un souverainiste de gauche, sous réserve que ces deux personnalités soient baptisées, mariées, souverainistes et expertes dans leur domaine d'expertise. Mon gouvernement souverainiste sera formé de personnalités issues du Parlement européen, du Parlement français et de la société civile.
Je rappelle que les souverainistes, dont j'ai l'honneur d'être la présidente et la fondatrice, défendent la souveraineté du peuple français, la souveraineté de la France, mais aussi les racines chrétiennes de notre patrie bien-aimée. Mes 30 futurs ministres sont tous souverainistes et tous catholiques, aucun des binational. Je l'intégrerai dans mon futur gouvernement de cohabitation, dans mon futur gouvernement d'union nationale et paritaire. Je tiens à le dire, ni macroniste, ni franc-maçon, ni LGBT, ni israélite, ni musulmans. Leur communautarisme exacerbé nuit gravement à notre cohésion nationale. En ce début d'année scolaire 2025, la France a plus que jamais besoin d'une nouvelle ambition, d'un nouveau cap, d'une nouvelle gouvernance et de rompre surtout avec le socialo-étatisme cher à la Macronie. Je rappelle que toutes nos institutions républicaines, que nos 1300 agences publiques et que la plupart de nos administrations centrales sont dirigées par des socialistes alors que la France est à droite. Le 21 juillet 2025, avant de partir en vacances, j'ai adressé au président de la République ma lettre de candidature avec les grands axes de mon programme gouvernemental pour les quelques mois qu'il reste avant les présidentielles, puisque je souhaite devenir sa première ministre. Mon parti politique, les souverainistes, né le 11 décembre 2020, fêtera dans quelques mois ses 5 ans et j'espère être à Matignon pour fêter cet anniversaire. Par mon parcours, par ma personnalité, par mon volontarisme, par mon programme politique, il est clair que je n'appartiens pas à la nomenclatura politico-énarchique qui nous gouverne depuis 2017. Je suis de droite, je suis fièrement de droite, je suis d'ailleurs la porte-parole de la droite souverainiste. Et je pense que ma candidature à Matignon en tant que première ministre et chef du gouvernement apporterait un vent nouveau à la France, témoignerait d'un véritable changement de politique, d'un nouveau paradigme et d'un nouvel état d'esprit. La plupart des partis politiques français sont dirigés depuis des décennies par des technocrates, par des idéologues, par des énarques ou par des héritiers. Beaucoup ne comprennent pas vos préoccupations, vos difficultés et vos inquiétudes, chers entrepreneurs et chères entrepreneuses de France. En tant que présidente des souverainistes, je tiens à rappeler que je ne suis pas fonctionnaire, que je suis une ancienne élue de terrain, que je suis issue de vos rangs, que je viens du secteur privé et que je partage entièrement vos valeurs. L'ambition, le sérieux, l'expertise, l'audace, la rigueur budgétaire, l'esprit d'équipe, l'éthique et l'humanisme, qui sont généralement les valeurs que l'on attribue aux entrepreneurs de France, sont aussi mes valeurs. Je dois beaucoup aux grandes entreprises qui m'ont recruté et qui m'ont formé dans ma prime jeunesse et je n'oublie pas tout ce qu'elles m'ont apporté en termes de professionnalisme et surtout de leadership. Et je tiens à les en remercier. Que veulent en cette année 2025 la grande majorité des entrepreneurs et des entrepreneuses de France ? Ils veulent d'abord un gouvernement dynamique, pro-business et désireux de réindustrialiser la France. Ils veulent que Bayrou quitte Matignon, qu'il n'y ait plus de macronistes à la tête de nos ministères stratégiques. Ils veulent concilier au sein de leurs entreprises prospérité, équité sociale et respect de l'environnement. Ils veulent un État français aminci, économe de leurs impôts, qui soit aussi profondément réformé et concentré sur ses missions régaliennes. Ils veulent des apprentis, des stagiaires, des salariés, des ingénieurs, des commerciaux, des informaticiens, instruits, bien formés et très motivés. Ils veulent une réduction des cotisations sociales et patronales qui pèsent sur l'ensemble des salaires et qui augmentent d'année en année. Ils veulent des tarifs d'électricité bas et réglementés pour faire tourner leurs entreprises et leurs usines. Ils veulent enfin un futur ministre de l'économie issu du secteur entrepreneurial, issu du secteur privé et qui soit véritablement à leur écoute. Si je suis nommée demain Première ministre et chef du gouvernement, quelles sont mes premières mesures en faveur des chefs d'entreprise et des entrepreneurs de France ? Car je pense que pour avancer, il faut au moins 6 ou 7 priorités d'action et de travail. Je propose premièrement de mettre un coup d'arrêt à l'immigration arabo-africaine, car elle est le deuxième poste de nos dépenses publiques, 40 milliards d'euros par an après les intérêts de la dette, et surtout malheureusement la communauté la plus criminogène de France. Nos prisons, nos établissements pénitentiaires pour mineurs, nos centres de rétention administrative, nos HLM, nos réseaux d'éducation prioritaire, nos orphelinats sont remplis d'arabo-africains de confession musulmane. C'est une réalité sociale et sociologique que personne ne peut aujourd'hui contester. Cette submersion migratoire incontrôlée et incontrôlable doit être stoppée urgemment en ne délivrant durant un très long moratoire, en tout cas jusqu'en 2027, à cette communauté aucun titre de séjour, ni familial, ni professionnel, ni touristique. L'accord franco-algérien de 1968 doit être abrogé. Les Algériens doivent retourner chez eux car l'Algérie est un grand pays, beau et très riche.
Les islamistes et les mahométans n'ont strictement rien à faire en France. 100% des OQTF, obligations de quitter le territoire français, doivent être mises en œuvre. Les déchéances de nationalité française à l'égard des non-européens doivent se poursuivre de manière accélérée. Le délit de clandestinité, le délit de sans-abrisme, le délit de mendicité doivent être légalisés et durement sanctionnés. Pas besoin de référendum pour mettre en place cette politique d'arrêt migratoire, juste du volontarisme politique, et je peux vous dire que j'en ai à revendre. Certains chefs d'entreprise me feront remarquer que si des milliers d'Arabo-Africains quittent le territoire français, cela fait moins de clients, moins de consommateurs pour leurs entreprises ou leurs commerces. Mais je leur réponds que notre identité et notre sécurité collective sont aujourd'hui gravement menacées par cette submersion migratoire incontrôlée et incontrôlable, que notre avenir démographique est en péril et que la France n'a pas vocation à devenir, dans les années à venir, une France africanisée, une France arabisée, une France islamisée, une nation œcuménique. La religion de la France depuis 2000 ans, je tiens à le rappeler, c'est le christianisme. Elle n'a pas d'autre religion. L'avenir démographique de notre France bien-aimée est en péril, est en grave péril. Et cette émigration non européenne, non chrétienne, non assimilable, non intégrable, non francisable, que nous accueillons généreusement depuis 1962, date de l'indépendance de l'Algérie, coûte aux finances publiques, aux contribuables français, car l'État n'a pas d'argent, nous le savons toutes et tous, 40 milliards d'euros par an. Oui, voilà le coût de l'immigration arabo-africaine. Elle est à l'origine du grand déclassement que nous sommes nombreux, nous, personnalités politiques de droite, à dénoncer. Elle explique la baisse abyssale du niveau scolaire. Elle explique notre chute scandaleuse dans les classements PISA. Elle explique la démoralisation des enseignants français qui ne sont pas formés pour instruire des milliers d'Arabo-Africains musulmans qui ne maîtrisent pas la langue française et surtout nos codes de politesse. Elle explique l'augmentation des délits, des rixes, des crimes, des féminicides, du trafic de drogue et de l'assistanat. Elle est à l'origine de la banalisation chez les plus jeunes du harcèlement numérique et surtout de la grossièreté, qu'elle soit verbale, comportementale ou vestimentaire. Il suffit d'aller, je dirais, aux sorties des collèges et des lycées publics français pour le remarquer. Elle explique la massivité du chômage français, 5,5 millions de chômeurs en 2025. Actuellement, quelques entrepreneurs, heureusement marginaux, préfèrent recruter des Arabo-Africains, bon marché, plutôt que de recruter nos chers compatriotes français et de leur proposer une rémunération juste et équitable. Je leur dis honte à vous. Si nous voulons réindustrialiser la France, si nous voulons valoriser la notion de travail et non d'assistanat, nous devons taxer lourdement l'emploi des immigrés. Nous devons enclencher une politique de réimmigration massive, la mère des batailles. Nous devons soutenir activement les missions de France Travail et de la PEC, dont l'unique objectif doit être de remettre les Français au travail. Aujourd'hui, la plupart des cabinets de recrutement ont confié à l'intelligence artificielle, gangrénée par la discrimination positive, la gestion de leurs offres d'emploi. C'est absurde. Résultat, il est plus facile en 2025 de trouver un travail en France quand on porte un prénom coranique que quand on porte un prénom français. C'est une honte. J'invite les chômeurs et les jeunes diplômés à contourner le mur de l'intelligence artificielle et écrire par courrier aux entreprises s'ils veulent trouver un emploi. Un beau CV, un beau diplôme, une belle lettre de motivation sont plus efficaces qu'un mail pour trouver un emploi en France en 2025. Et je le redis aux chefs d'entreprise, l'acte 1 du patriotisme économique doit commencer dès aujourd'hui par le recrutement de nos chers compatriotes français et en particulier les plus jeunes, les plus diplômés et tous les seniors car ils sont sur le marché du travail les plus expérimentés. Et non par le recrutement d'Arabo-Africains musulmans qui ne partagent aucunement nos codes de politesse et nos valeurs patriotiques. Je propose deuxièmement d'abolir les 480 impôts, taxes et cotisations afin de redonner un large pouvoir aux Français, aux Françaises, à nos chers compatriotes ultramarins et aux entrepreneurs. Je rappelle que les cotisations sociales et patronales prélevées sur les fiches de paie, tant du secteur privé que du secteur public, s'élèvent à 1000 milliards d'euros par an. L'État central n'en voit guère la couleur. Ces cotisations sociales et patronales servent à alimenter, bien sûr, les 5 branches de la protection sociale. La sécurité sociale, les risques professionnels, les allocations familiales, la retraite, le handicap. Mais beaucoup d'argent prélevé sur les fiches de paie ne me remonte pas directement aux caisses de gestion. L'opacité dans le recouvrement et la redistribution des cotisations sociales et patronales est à l'origine des déficits des diverses branches. Je milite pour une réduction massive de l'écart entre salaire brut et salaire net et pour une fiche de paie généralisée à 7 lignes, pas une de plus, tant pour le secteur privé que pour le secteur
publics que bien sûr pour les indemnités des élus. Je défends en tant que président des souverainistes la sobriété fiscale. Le Code général des impôts et ses 3800 pages, vous avez bien entendu 3800 pages, sera totalement abrogé si je suis nommé demain Premier ministre et chef du gouvernement, puisque je garderai uniquement deux impôts souverains, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, qui seront tous deux fortement réduits. Sur 77 codes juridiques que possède la France, ce ne sera pas une grande perte. Tous les impôts de production disparaîtront, ainsi que les 470 niches fiscales qui privent les finances publiques de 90 milliards d'euros par an. J'en garderai cependant une petite dizaine et consulterai, je dirais, les avocats fiscalistes pour les choisir. Demain, si je suis nommé Premier ministre et chef du gouvernement, tous les Français et les Françaises paieront donc l'impôt sur le revenu. Un impôt modeste, ne dépensant pas 10% du revenu brut. En seront exemptés les bénéficiaires du RSA, les personnes sans revenus, les étudiants, il y en a 3 millions en 2025, et les couples français ayant 5 enfants à charge, car il nous faut relancer urgemment la natalité française qui atteint son plus bas niveau depuis 1945. En tant que président des souverainistes, je milite, comme vous le voyez, pour un impôt équitable, pour un impôt juste et non pour un impôt abusif et confiscatoire. Rappelons aujourd'hui qu'en France, seuls 44% des foyers fiscaux sont imposables et que 10% des contribuables les plus fortunés paient 75% de l'impôt sur le revenu. Je suis bien sûr opposé à la taxe Zuckman, d'inspiration communiste, et au retour de l'ISF, l'impôt sur la fortune. Je souhaite au contraire que les 3 millions d'expatriés fiscaux rentrent en France et investissent en France. Ils bénéficieront, et c'est là, je dirais, ma promesse, mon serment, s'ils reviennent en France, d'une totale amnistie fiscale, sous réserve de verser une contribution notable à la Fondation de Notre-Dame de Paris. Le Code du travail, qui est devenu illisible en raison de ses 3800 pages, sera lui aussi réécrit et restreint à 120 pages, à l'instar du Code du travail suisse, qui doit être pour nous un véritable modèle. La taxation sur l'héritage et les transmissions familiales d'entreprises sera supprimée, car rien n'est plus précieux qu'une entreprise familiale. Compte tenu de l'inflation scandaleuse qui ne cesse d'augmenter, j'inviterai les commerçants et les distributeurs à proposer sur la base du volontariat un panier de 100 produits de première nécessité, qu'ils soient alimentaires ou hygiéniques, présentant un prix égal ou inférieur à 2 €. En ce qui concerne le bétail, la vaccinologie sera totalement interdite. Le vétérinaire qui a ordonné le sacrifice de cheptels savoyards cet été au nom d'une épizootie qui n'existe pas doit être jugé et condamné sévèrement. En ce qui concerne les 230 logos dits de durabilité, ils disparaîtront au profit du seul label AB, le seul qui entérine le bio. Voilà ce qui me semble totalement juste et éthique. Je propose troisièmement, si je suis nommé demain Premier ministre et chef du gouvernement, de faire évoluer la TVA qui passera de 20 à 5% sur l'ensemble des produits et des services, hormis pour les produits de luxe, ce qui redonnera du pouvoir d'achat aux Français et aux Françaises. Aujourd'hui, il faut le savoir, 80% de la TVA ne remonte pas à l'État central. Ma question est, où va l'argent ? Cette fraude massive doit être urgemment stoppée. L'actionnariat salarié, réclamé par les syndicats de salariés comme les syndicats patronaux, sera bien sûr encouragé. Les 35 heures hebdomadaires, soit 1607 € heure par an, accessibles aux non-cadres, seront bien sûr confortées. Nous maintiendrons pour tous les Français et les Françaises 5 semaines de congés payés et 11 jours fériés par an, mais toutes les RTT, les réductions du temps de travail, seront annulées. Elles sont aujourd'hui beaucoup trop coûteuses pour les employeurs et pèsent lourdement sur notre productivité tricolore. Les boulangers et les fleuristes qui veulent travailler le 1er mai pourront bien sûr le faire. L'apprentissage, l'alternance, les stages seront fortement soutenus et ouverts aux lycéens à partir de 16 ans et aux étudiants. Les collèges et les lycées d'excellence rassemblant les meilleurs élèves de France seront reconnus et protégés de toute discrimination positive qui doit disparaître au profit de la seule méritocratie scolaire. La taxe foncière qui est imposée à 32 millions de propriétaires et qui a rapporté en 2024 aux collectivités territoriales 55 milliards d'euros sera égale sur tout le territoire français et largement baissée, hormis Paris et les Outre-mer. La taxe d'habitation, en demeurant modeste, sera de nouveau légalisée. Elle permettra de financer les collectivités territoriales, que sont les communes, les départements, les régions, mais les autres strates ne seront plus subventionnées. Car il faut le savoir, cette taxe d'habitation est l'unique moyen de connaître le nombre d'habitants sur la commune et d'empêcher à la fois les squats
et l'enrichissement des marchands de sommeil. De même, chaque appartement et chaque maison devra demain posséder une boîte aux lettres. Certains immeubles, en particulier à Paris, n'en ont pas, ce n'est pas normal. La loi SRU, d'origine communiste, qui a favorisé le développement des zones de non-droit, plus de 500 en France, des zones de deal, plus de 3000 en France, et des ghettos islamiques sera totalement abrogée si je suis nommée demain Première ministre et chef du gouvernement. Et la préférence nationale s'appliquera systématiquement, si je suis nommée demain Première ministre et chef du gouvernement, sur toutes les niches, les aides sociales et sur tous les revenus sociaux. C'est 18 milliards d'euros d'économies par an pour les finances publiques. Je rappelle que l'allocation de rentrée scolaire, 450 € en moyenne par enfant, versée à 3 millions de familles, coûte à l'État français 4 milliards d'euros et profite à 85% aux familles immigrées. Il est anormal de même que nos transports publics, RER, métro, tram, soient saturés, surtout à Paris, en raison de l'afflux permanent d'étrangers et de clandestins, 900 000 en France en 2025. Il est anormal de même que nos écoles, collèges et lycées, dans certaines banlieues, voire certains arrondissements, accueillent davantage d'étrangers, en particulier arabo-africains, que de Français. En 2026, seuls les Français et non les binationaux pourront bénéficier de revenus sociaux et d'aides sociales. En 2027, le RSA ne sera plus versé aux moins de 40 ans et aux étrangers. Les jeunes Français ont la capacité de trouver un emploi. Ils doivent faire preuve d'audace et de volontarisme et fuir comme la peste l'assistanat. L'accès enfin à la propriété privée, en particulier pour les familles françaises, sera soutenu par nos banques publiques grâce à un taux de crédit égal à 1%. Je propose quatrièmement de mettre en place, pour stopper l'artificialisation des sols et la bétonisation scandaleuse de nos villes, un moratoire temporaire sur la construction d'immeubles neufs qui sont souvent très laids, car il faut rappeler qu'il y a en France 1 million de logements vides, il y a en France 1 million de commerces vides, vacants, il y a en France 1 million de bureaux vacants qui doivent être soit rénovés, soit loués, soit vendus. Dans chaque ville, dans chaque village, les quartiers pavillonnaires, les quartiers patrimoniaux doivent être préservés, rénovés, protégés de toute destruction abusive, de tout enlaidissement, de toute submersion migratoire. À titre d'exemple, boulevard Saint-Michel à Paris, le taux de vacances commerciales atteint 20%, contre 10% dans le reste de la capitale. Les pas de porte sont à l'abandon depuis des années, dans l'indifférence et la passivité coupable de la mairie de Paris. Des SDF dorment à même le sol au bas d'immeubles haussmanniens somptueux. Ce n'est pas normal. La faute à la spéculation financière, puisque les propriétaires de ces beaux commerciaux sont soit des banques, soit des groupes d'assurance, soit des sociétés étrangères dont les dirigeants restent introuvables. Je propose que ces commerces inoccupés depuis des années soient préemptés et transformés en logements. Beaucoup de personnes âgées, beaucoup d'étudiants cherchent des logements en rez-de-chaussée. La Fédération française du bâtiment aura donc du travail, qu'elle se rassure à ce sujet. Je propose, cinquièmement, de mettre fin à la politique d'urgence climatique, coûteuse, abusive, punitive, défendue par le gouvernement Bayrou depuis sa nomination, afin de justifier l'idéologie mensongère, et je parle bien d'une idéologie mensongère, du réchauffement climatique qui n'existe pas. Nous le savons toutes et tous, car l'été 2025 a été en France chaud, bien sûr, chaud, mais non caniculaire. La décarbonation industrielle est elle aussi une vaste fumisterie, une idéologie elle aussi mensongère et totalement irréaliste, car la France ne peut pas se passer des énergies fossiles telles que le pétrole et le gaz, et le 100% renouvelable est irréaliste et parfaitement coûteux. En ce qui concerne les voitures électriques, malgré une propagande publicitaire massive depuis 2017, elles n'ont pas séduit le public français, car le coût de l'essence est beaucoup moins élevé que celui de l'électricité et que la plupart des voitures électriques sont lourdes, coûteuses, inflammables, non réparables, non recyclables et pour la plupart d'entre elles construites en Chine. La France doit sortir urgemment du Green Deal européen et de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La France doit redevenir le paradis des voitures thermiques. Je propose sixièmement de revenir à un mix énergétique vertueux fondé sur l'eau, le soleil et l'atome et de mettre fin à cette politique de transition climatique punitive et extrêmement coûteuse à la fois pour les ménages et pour les entreprises. Moi je dis oui, oui bien sûr à la sobriété énergétique, mais non, absolument non au totalitarisme vert. L'écologie, je tiens à le rappeler, n'appartient pas aux gauchistes. En tant que présidente des souverainistes, je suis une écologiste de droite, attachée à la souveraineté agricole et alimentaire, au localisme, à la défense de notre bétail et à la biodiversité, à la défense de nos mers et de nos océans.
C'est à ce titre que je lancerai, si je suis nommée demain Première ministre et chef du gouvernement, une vaste opération de démantèlement des 10 000 éoliennes qui enlaidissent nos rivages et nos paysages, ainsi que les méga-bassines sur tout le territoire français et dans les Outre-mer. Il y a actuellement 10 000 éoliennes en France, terrestres et maritimes, et une dizaine de méga-bassines à démanteler. La beauté de nos paysages, la beauté de nos rivages, la beauté de notre patrimoine historique et religieux doit être absolument préservée de ces éoliennes monstrueuses, particulièrement laides, dont certaines ont la taille de la tour Eiffel. Le démantèlement des 10 000 éoliennes est estimé à 300 millions d'euros. La facture devra être réglée par les constructeurs, qu'ils soient français ou étrangers. Ce démantèlement créera des milliers d'emplois. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, qui menace tant d'emplois français, je tiens à ce qu'elle soit fortement encadrée et surtout non subventionnée par l'État français. Aux États-Unis, un grand nombre de startups d'intelligence artificielle qui n'ont aucun business model sont surévaluées financièrement et engloutissent des sommes considérables alors qu'elles n'ont strictement aucun avenir. Le spectre d'une bulle IA, prémisse d'une future crise financière, inquiète à juste raison les banques et les investisseurs, pas seulement américains mais aussi français. Quant aux biens communs, que sont l'eau, le gaz, le nucléaire, l'électricité et le train, ils doivent être gérés par nos entreprises publiques, accessibles à toutes et à tous en termes de tarifs et protégés de toute concurrence privée. Je propose septièmement, et c'est là ma dernière réforme, une année blanche. Une année blanche pour le budget 2026 et de mettre un terme à l'augmentation de la dette publique française qui atteint 3 300 milliards d'euros en 2025, soit 114% du PIB. La Macronie, qui emprunte depuis 8 ans chaque année 300 milliards d'euros sur les marchés financiers, doit cesser cet emprunt abusif et parfaitement inutile. Les impôts et la TVA doivent couvrir l'ensemble des dépenses courantes de l'État français. Il nous faut aujourd'hui connaître très précisément, ce qui n'est pas le cas, le nom des investisseurs français et étrangers qui détiennent les fonds souverains de la dette publique française. Si je suis nommée demain Première ministre et chef du gouvernement, cet audit sera confié aux 40 fonctionnaires de France Trésor durant l'année 2026. L'État français dépense aujourd'hui 1 700 milliards d'euros par an, soit 57% du PIB, c'est-à-dire 57% de la richesse nationale. C'est parfaitement excessif. Cet État obèse, qui pèse près de 6 millions de fonctionnaires, doit baisser massivement ses dépenses publiques. Cesser toute aide au développement à des pays tiers. Limiter sa contribution à la Commission européenne, 27 milliards d'euros en 2025. Réduire le millefeuille territorial. Il y a 6 strates actuellement, il faut en revenir à 3 strates, communes, départements, régions. Clarifier les aides aux entreprises, 2200 dispositifs d'aide pour un montant de 212 milliards d'euros par an. Restreindre le nombre d'agences publiques, il y en a 1300 en France pour un coût global de 85 milliards d'euros, dont certaines n'ont strictement aucune activité ni aucun bilan comptable. Sortir les binationaux de la fonction publique, ils représentent actuellement 20% de nos effectifs. Et acter un moratoire sur les concours de la fonction publique, hormis bien sûr pour les fonctions régaliennes. Si je suis nommée demain Première ministre et chef du gouvernement, ces mesures seront mises en œuvre. Le droit du sol sera aboli au profit du droit du sang comme à Mayotte. Le vêtement islamique sera interdit dans toutes nos entreprises, dans toutes nos administrations et dans tout l'espace public. Chers entrepreneurs et chères entrepreneuses de France, j'espère vous avoir convaincu au regard de ces quelques réformes que je viens de vous énoncer, de ma détermination à mener une politique résolue, une politique efficace, une politique courageuse, une politique déterminée et surtout pro-business si je suis nommée demain Première ministre et chef du gouvernement. Et je tiens à le dire, c'est là mon vœu le plus cher. Ce qui compte pour moi, vous l'avez bien compris, c'est la France. C'est la défense de l'intérêt national, c'est le pouvoir d'achat des Français et des Françaises et c'est la prospérité de nos entreprises tricolores. Le macronisme est aujourd'hui à bout de souffle. Il est devenu inaudible politiquement car il est confronté à un bilan catastrophique, à une dette publique abyssale, à un déficit démocratique, à une crise de résultats. Le macronisme n'a pas su tenir sa promesse électorale. J'y ai cru en 2017, comme beaucoup. En termes de sécurité, en termes de prospérité collective, en termes de paix civile, en termes de concorde nationale. La voix de la France est aujourd'hui discréditée sur le plan diplomatique car la Macronie a malheureusement multiplié les provocations et les reniements et surtout les revirements. Mon futur ministre des Affaires étrangères apportera demain, si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, son expertise diplomatique au règlement du conflit israélo-palestinien et au règlement
du conflit russo-ukrainien. Je tiens à dire qu'il est russophile, car je suis une femme de paix et que ces deux conflits majeurs ont des impacts importants, pas seulement sur notre sécurité, mais surtout sur notre économie. Depuis quelques jours, M. Bayrou continue de signer des décrets et des arrêtés qui sont tous contestables et clivants. Il veut par exemple démurer des mines et ouvrir des carrières afin de dénicher des métaux rares. J'y suis totalement opposée. Je rappelle que seules les éoliennes et les voitures électriques ont besoin de métaux rares. Or, ces deux filières industrielles n'ont strictement aucun avenir en France. Mon futur ministre des Finances publiques rédigera un projet de loi des finances 2026 qui confortera, comme je viens de le dire, une année blanche. Dans ce PLF 2026, il y aura un gel assumé des dépenses publiques, un gel assumé des revenus sociaux, un gel assumé des salaires et des retraites des fonctionnaires. Les fonctionnaires partant à la retraite, ils sont 150 000 par an, ne seront pas remplacés, hormis dans les fonctions régaliennes et en cas d'urgence par des contractuels de droit privé. Avec ce budget, le déficit public peut atteindre 4% en 2026. Cet objectif, si je suis nommée demain Première ministre et chef du gouvernement, est tout à fait réalisable. J'espère vous avoir convaincu, chers entrepreneurs et chères entrepreneuses de France, Monsieur le Président du MEDEF, de mon volontarisme politique et j'espère être nommé au plus vite. Vive les entrepreneurs et les entrepreneuses de France, vive la France libre, indépendante, souveraine et surtout résolument chrétienne.